Alors, merci, Monsieur le Président. Ma question est pour les quatre intervenants et c'est directement relié à l'apport financier qui est associé aux étudiants qui viennent de l'étranger. Ils viennent chercher une éducation qui est importante au Canada, mais ils ont aussi, je crois, un rôle à jouer dans la rentabilité des institutions postsecondaires, chacun dans vos milieux, euh, et aussi de l'apport d'étudiants francophones. Mais je voudrais vous entendre sur leur poids financier par rapport aux opérations de vos universités respectives. La question s'adresse à qui veut répondre de vous quatre? Qui veut commencer? Je peux commencer si vous Oui, voulez Monsieur bien. Perron. Donc, nous, comme je disais, les frais de scolarité et la majoration sont parmi les plus bas au pays. La majoration à l'Université de Saint-Boniface, pour la plupart des cours, est un facteur de 2. C'est-à-dire un étudiant international va payer 2 fois ce que paye un étudiant canadien. C'est-à-dire qu'à la base, les frais de scolarité sont les mêmes que ceux des Canadiens et la majoration à l'Université de Saint-Boniface est affectée aux activités d'internationalisation à 100. Donc, essentiellement, les revenus majorés, c'est ce qui nous permet d'avoir un bureau international, des orienteurs pour les étudiants internationaux, des soutiens en santé mentale, etc. Donc, essentiellement, pour nous, le net est égal aux dépenses directes et indirectes associées à l'internationalisation. Merci. Qui d'autre veut répondre? Pour les collèges communautaires de Nouveau-Brunswick, les étudiants internationaux payent environ 2 fois les montants qui est payé par les étudiants internationaux canadiens. Et puis, avec l'augmentation importante qu'on a eu de la clientèle étudiante internationale, ça a généré des revenus qui nous a permis de développer de nouveaux services d'appui, notamment entre autres, les SMB offrent des services d'appui à la résidence permanente aux diplômés internationaux. Donc, c'est un service gratuit pour les étudiants internationaux, parmi bien d'autres. Monsieur Je peux y Tardif? aller proche. Oui, Je Monsieur peux y aller, Tardif. oui. Oui, nous, à Sainte-Anne, les étudiants paient à peu près 2000 $ de plus que les étudiants canadiens. Donc, on a une sorte de système de bourse qui fait qu'on ne leur charge pas beaucoup plus qu'aux étudiants canadiens. Mais je ne vais quand même pas cacher le fait que j'ai pas des nombres à donner en tant que tel, mais je ne vais pas cacher le fait que, évidemment, le recrutement international nous permet de continuer à exister, vu le fait que les Canadiens font de moins en moins de bébés et puis que les communautés acadiennes, la communauté chez nous, les communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, d'où on va chercher la majorité de nos étudiants, mais ont tendance à s'exiler vers les grands centres. Donc oui, évidemment, ça nous aide financièrement, pas nécessairement par capita, mais dans les nombres totaux. Et Madame Lausier? J'aurais tendance à appuyer dans le même sens que M. Tardif, dans le sens où souvent, j'ai l'impression qu'on veut nous faire dire que la survie de nos établissements dépend de l'arrivée des étudiants internationaux, qu'on met un poids plus important sur leurs frais de scolarité, justement, c'est pour faire vivre nos établissements. Nous aussi, à l'Université de Hearst, on parle d'une différence de même pas 2000 $. Je viens de faire le calcul, c'est 1600 $ sur l'année de plus. Bien que ça soit vrai, tu sais, moi, je suis dans une drôle de position parce que les étudiants internationaux représentent jusqu'à 75-80 % de notre population étudiante. C'est excessivement important. C'est en grande partie dû à la réalité de nos régions, l'exode des jeunes qu'on a vu, l'exode des familles. Donc, nous, si l'immigration est important pour le gouvernement dans son ensemble, si les cibles, ils sont là. Je me dis que c'est pas juste l'Université de Hearst qui dépend aussi de l'arrivée, l'influx de ces nouveaux étudiants-là pour sa survie. Donc, c'est aussi nos employeurs, c'est aussi nos communautés. Donc, c'est ça, bien que ça soit vrai qu'ils sont une partie importante, j'aime pas dire que c'est la raison pour laquelle ils sont là. J'aime beaucoup plus retourner sur notre stratégie d'internationalisation, les bienfaits que ça apporte sur l'ouverture, cette dimension-là holistique de pouvoir avoir des interactions entre des gens de Hearst
puis des gens du Cameroun, puis on mange de la poutine, puis des ndolés, puis c'est beaucoup plus là où moi j'aime mettre l'emphase que sur la dimension financière. Si je peux me permettre, je vous remercie de vos réponses parce que ce n'est pas toujours l'aspect qui est présenté lorsqu'on parle du financement des universités et je pense que c'est l'aspect le plus important, celui que vous mentionnez lorsque vous nous parlez de l'apport aussi des personnes qui viennent étudier chez vous à la vitalité de vos communautés et ça faisait partie aussi de vos commentaires en entrée de jeu. Maintenant, lorsque vous parlez de l'intégration de ces personnes-là, pourriez-vous maintenant nous parler de l'aide gouvernementale que vous recevez quant à l'intégration de ces personnes-là dans vos communautés? Moi, je me lancerais peut-être au premier plan sur cette question-là parce qu'en plus, je l'ai mentionné dans mon discours. Depuis mon arrivée à l'Université de Hearst en 2015, je suis un peu debout sur ma boîte à savon à revendiquer justement ces services en établissement-là pour nos résidents temporaires. Donc, s'il y a des services en établissement qui existent à l'Université de Hearst aujourd'hui, c'est parce qu'on les a créés, c'est parce qu'on les finance avec nos budgets, avec la création de bureaux internationaux, avec la formation de 3 personnes maintenant, avec la désignation de crier. C'est notre université qui les crée. C'est certain qu'il y a des partenaires communautaires qui existent, qui ont, eux, les mandats de desservir les résidents permanents avec des très beaux programmes linguistiques, avec des très beaux services en établissement. Nous, on cherche toujours la façon de pouvoir collaborer avec eux, puis de rendre leurs services accessibles à nos étudiants, malgré qu'ils ne soient pas maintenant résidents permanents, mais sachant que c'est un peu l'objectif à long terme. Donc, on cherche toujours à travailler avec les réseaux de soutien en immigration francophone, les services en établissement, bien qu'on soit pas, qu'on ne fait pas expressément partie de leur financement, on trouve des façons il y a toujours moyen de moyenner. Donc, on trouve des façons de collaborer parce que eux, en bout de ligne aussi, pour satisfaire à leur bailleur de fonds, ils doivent démontrer qu'ils ont un certain nombre de résidents permanents. Donc, dans la mesure où on n'a pas un grand nombre de résidents permanents actuellement dans nos communautés, c'est nos étudiants qui vont devenir ces résidents permanents-là. Donc, on ne peut pas s'attendre de juste miraculeusement signer une personne au bout de 5 ans quand l'université, ou 3 ou 4 ans quand l'université a tout fait le travail. Donc, on cherche à leur rentrer un peu dans la boucle pour, en quelque sorte, fidéliser ces futurs clients-là avec des séances d'information, des activités, des ateliers. Donc, c'est notre façon de collaborer avec eux. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question? Et au Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, on a misé sur les services offerts à la population étudiante internationale plutôt que de nous faire représenter par des agences ou des intermédiaires à l'étranger. Et la façon de fonctionner, notre modèle d'affaires est grandement appuyé par le gouvernement provincial qui nous aide financièrement à soutenir des services d'établissement qu'on a montés avec leur aide. Malheureusement, Samantha l'a mentionné clairement, les étudiants internationaux sont hors du radar des services d'établissement de IRCC qui concentrent tous les services aux résidents permanents seulement. Donc, on croit également qu'un appui financier du gouvernement fédéral pour des services directs à la population étudiante internationale pourrait avoir un impact à la fois sur les étudiants qui sont ici, mais aussi une promotion positive de nos établissements à l'international. Merci. Quelqu'un d'autre veut répondre? Monsieur Perron? Brièvement, ici à Saint-Boniface, je ne pourrais pas dire qu'on a des services d'établissement offerts directement par l'université. On ne reçoit certainement pas du financement additionnel pour ce genre d'activité-là, mais on interagit beaucoup avec nos partenaires communautaires, entre autres l'accueil francophone, qui a comme mission d'offrir des services d'établissement à la population immigrante francophone au Manitoba. Merci. Monsieur Tardif. Je peux y aller. Oui, ça ressemble à peu près à mes collègues. Peut-être qu'il y a une initiative supplémentaire qui est aussi au Nouveau-Brunswick, mais c'est Study and Stay in New Brunswick, Study and Stay in Nova Scotia, qui était provincial, qu'on fait avec Edunova. On a vraiment des ateliers qui sont donnés à tous nos étudiants, tout ça. Malheureusement, en Nouvelle-Écosse, ces ateliers-là sont donnés presque uniquement en anglais.
Mais évidemment, puisque c'est vers la fin du parcours des étudiants, puis qu'on forme nos étudiants en anglais, donc ils sont quand même plus capables d'y accéder en anglais, mais on aimerait que ça puisse exister en français. Monsieur Tardif, est-ce que j'ai bien compris study and stay? Oui, study and stay Oui. in Nova Scotia. Ouais, en français, j'aime pas le nom en français, je le dis. Et comment ils appellent ça? Étudier et s'établir. Pour y rester ou pour s'établir. Étudier pour m'y établir, c'est ça en fait. Oui. D'accord. C'est même pas étudier pour s'établir, c'est étudier pour m'y établir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc,